Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un meurtre machiavélique. Le 11 mai 2012, un promeneur découvre le corps partiellement calciné de Kevin Sellier, 19 ans, dans une forêt des Pyrénées. Mais alors que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix d'Alain Lafont, oncle de Kevin, celles de Chris, un ami, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Vic-de-Sceaux, un petit village situé à une centaine de kilomètres de Toulouse, au pied des Pyrénées. Ce vendredi matin du mois de mai 2012, les habitants sont à 1000 lieues d'imaginer qu'une terrible découverte va bouleverser leur tranquillité. Il est un peu plus de 11 heures lorsqu'un retraité arpente la montagne avec son chien. Il cherche des morilles, c'est la pleine saison. Mais au détour d'un chemin, son fidèle compagnon reste figé devant un tas de terre. L'attitude de son chien l'interpelle, puisqu'effectivement il gratte la terre, mais bon, a priori, ce monsieur laisse faire le chien, puis s'approche tout de même un peu inquiet, un peu surpris. Et quand il rejoint son chien, en fait, il voit que son chien a la truffe sur un crâne. Le retraité est dubitatif. Est-ce un crâne animal ou humain ? Aussitôt, il prévient la gendarmerie. Ce matin-là, c'est Thomas Gobateau qui est de garde. Le policier décide de se rendre sur place. J'ai trouvé à son ton qu'il avait trouvé quelque chose de bizarre, parce que c'est quand même quelqu'un qui connaît bien la montagne. Et donc, il était inquiet de connaître le résultat, en fait. Et ce que le gendarme va découvrir ne va pas laisser place au doute. En fait, en regardant de plus près, je me suis aperçu de suite qu'il y avait une paire de chaussures donc, qui était à demi enterrée. De suite, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un corps humain, quoi. Un corps humain dissimulé sous les branchages. Voilà qui n'est pas banal. Mais que fait ce cadavre au beau milieu de la forêt ? Voici le début d'une affaire hors norme, une histoire insensée pour un crime d'une rare violence. On est dans quelque chose de froid, de mûrement calculé. On a un plan d'action mis au point par deux individus. C'est la première fois que je suis en face d'un individu qui a autant de sang-froid et de cruauté dans ce qu'il dit. Il raconte notamment qu'il éventre des chats, qu'il a des envies de tuer. Ils ne sont pas partis faire une partie de pêche, ils sont partis tuer un jeune homme. C'était un guet-apens, c'était une proie, il était traqué, le 24 mars, il allait mourir. Ça leur a pas coupé l'appétit. Après ça, ils sont partis manger au McDonald's. Ça leur a pas coupé l'appétit. À Vic-de-Sceaux, la découverte de ce corps intrigue les gendarmes. Le cadavre semble avoir été enterré là depuis déjà plusieurs mois. Il est en état de décomposition avancée. On constate donc au fur et à mesure donc, du déblaiement que ce corps n'est plus en fait un corps mais un squelette sur lequel donc la peau s'est momifiée et également donc est couvert de feuilles mortes qui se sont décomposées dessus. À l'époque, l'adjudant-chef Éric Carbonel est chargé de l'enquête. Et d'emblée, le gendarme va écarter de lui-même l'hypothèse de l'accident. Car le crâne présente de nombreuses lésions. La mâchoire et le nez sont cassés. La victime semble donc avoir été battue. Et plus surprenant, ces hommes découvrent des restes de cendres et des morceaux de papier calciné, comme si quelqu'un avait voulu brûler le corps. C'est trop tôt pour imaginer effectivement un début de scénario, mais en tout état de cause, pour nous, la piste criminelle ne fait pas de doute.
On est face à un ou des individus qui ont donné la mort à un autre et qui vont, au-delà d'avoir donné la mort, avoir eu un certain sang-froid puisqu'il y a une crémation qui n'est pas anodine puisqu'elle se porte sur les parties qui permettent d'identifier le corps. La crémation, les dents arrachées, aucun papier d'identité au sol, autant d'éléments qui montrent que le ou les tueurs ont tout fait pour que la victime ne puisse pas être identifiée. Il y a pourtant un indice auquel le ou les criminels n'ont pas prêté attention. C'est une bague retrouvée sur l'annulaire de la main droite de la victime. Pour autant, cela ne va pas permettre d'identifier le cadavre. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. On ne sait rien en fait, on ne sait pas de qui il s'agit. Donc avant même de se demander comment, pourquoi, on va chercher à savoir quelle est cette personne. C'est l'autopsie qui va apporter un début de réponse. À commencer par les circonstances de la mort de la victime. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la volonté de tuer ne fait aucun doute. À Toulouse, au centre médico-légal, le médecin légiste révèle qu'au moins 6 coups de couteau ont été portés à la victime, dont 2 ont été mortels. Un à la tête et un dans le dos. Une chose est certaine, c'est que il y a eu quand même une violence extrême, puisqu'on trouve donc des entailles au niveau des os qui sont relativement conséquentes. Donc ça laisse supposer une certaine force pour pouvoir arriver à cisailler un os avec une lame tranchante. Ça ne donne peut-être pas des indices sur la personnalité des auteurs, mais ça donne en tout cas des indications sur leur état psychologique au moment où ils passent à l'acte, c'est-à-dire sur l'état de tension, de violence, d'agressivité et de rage. Le légiste confirme que le corps a bien été brûlé. Mais c'est grâce à l'analyse des ossements que les enquêteurs vont enfin en savoir un peu plus sur la victime. On remarque qu'il s'agit d'un homme, déjà, qu'il a entre 20 et 25 ans, donc assez jeune, et qu'il fait à peu près 1,70 m, et qu'il est de type caucasien. La bague est aussi analysée, en vain. C'est une chevalière sans valeur marchande, on va dire, et avec ces gravures, le chiffre 18 et la lettre K. Et la diffusion faite auprès des unités de gendarmerie, de police, n'amènera malheureusement aucun résultat. Une semaine après la découverte du corps, la victime n'a toujours pas de nom. Dans la région si paisible d'ordinaire, la terrible nouvelle commence à faire du bruit et l'inquiétude a gagné les habitants. Un meurtre aussi violent, c'est du jamais vu. Il y a eu de multiples rumeurs, mais effectivement, les gens avaient peur d'un tueur en série. Enfin, véritablement, il y a eu une sorte de peur très très importante, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est dans une commune reculée et que tout le monde se connaît. Donc on est un petit peu à regarder le voisin, à savoir, est-ce lui, est-ce que je le connais, est-ce que celui qui a été découvert, je le connais également. Ça a beaucoup remué, et même au-delà de Vic de Sceaux. Faire taire les rumeurs, c'est maintenant l'objectif des gendarmes. Et ils vont avoir de la chance. 1 mois après la terrible découverte, un résultat d'analyse va permettre enfin de mettre un nom sur le cadavre. Incroyable, l'ADN retrouvé sur la scène de crime match avec celui d'un jeune homme enregistré dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Un rapprochement est fait avec un individu qui se nomme donc Cellier Kevin. Je ne vais pas vous dire qu'on fait youpi, mais... À partir de ce moment-là, l'enquête donc bascule puisque nous avons donc son identité et donc nous allons pouvoir travailler sur cette personne et essayer donc de trouver les raisons qui ont amené donc l'irréparable. Kevin Cellier
est un jeune ariégeois âgé de 19 ans. Et surprise, une main courante pour disparition inquiétante avait justement été déposée au commissariat par son oncle et sa tante 2 mois plus tôt. Kevin vivait chez eux à Pamiers, une petite commune située à 50 km de Vic-de-Sceaux. Les gendarmes s'y rendent pour leur annoncer la terrible nouvelle. Sur le moment, c'est comme si on nous donne un coup sur la tête. Vous êtes assommé, quoi. Parce que vous y croyez, mais vous ne voulez pas y croire. C'est dur. On se demande le pourquoi, qui, et qu'est-ce qu'il est allé faire là-haut. Surtout, bon, il n'y avait pas de voiture, lui. Donc, c'est le brouillard, quoi. C'est la grande confusion. Pour Alain, l'oncle du jeune homme, le choc est d'autant plus violent qu'il a élevé et choyé Kevin comme un fils. Comble de l'horreur, en raison de l'état dégradé de son corps, Alain ne pourra même pas revoir son visage une dernière fois, ni lui dire adieu. Le fait de ne pas l'avoir revu une dernière fois, ça fait mal. On ne doute, on n'en a pas, on n'en a plus maintenant. Mais c'est très dur. C'est comme on vous ramène une boîte fermée. Ça fait mal. Aujourd'hui encore, 8 ans après la mort de Kevin, Alain et sa femme n'ont toujours pas fait leur deuil. Dans leur maison, la chambre du jeune homme est restée intacte. Et dans leur esprit, la même question qui les hante. Pourquoi a-t-on assassiné leur fils de cœur? Ah, c'était quelqu'un qui était très volontaire. Même à la maison, tout ça, il était bien, quoi. Je le faisais travailler au jardin, enfin, travailler, arracher un peu d'herbe, n'importe, on lui donnait une pièce de monnaie, il était très content. On faisait des parties de pêche ensemble, on allait en montagne aux champignons, on jouait aux boules, voilà. Et le soir aux cartes, bien souvent. C'est un garçon qui était plus attiré par l'aspect technique, par les choses concrètes que par les études. Mais pour autant, c'était un garçon travailleur qui avait en réalité les valeurs comme les avaient les anciens, la famille, le travail. Côté cœur, la vie semblait sourire à Kevin. Le jeune homme était amoureux et il avait même présenté l'heureux élu à son oncle. Il fréquentait une jeune fille qui était très 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 bien. Il aurait été venu 2 ou 3 fois à la maison. Il avait un côté très fleur bleue, très finalement à la recherche de l'affection, à la recherche de l'attention qu'on pouvait lui porter. Seulement, ce portrait dressé par ses proches semble un peu trop lisse pour les gendarmes. L'adjudant-chef Éric Carbonel sait que Kevin Sellier est un jeune homme connu de ses services. Kevin donc se découvre face à nous comme un petit délinquant appartenant à la petite et moyenne délinquance de Pamiers de Foix. Et on s'aperçoit donc que dans les faits qui lui sont reprochés, il y a des actes de rébellion, il y a du vol à l'étalage et il y a surtout du trafic de stupes, de la résine de cannabis à petite échelle. Alors, Kevin aurait-il fait une mauvaise rencontre? A-t-il été victime d'un règlement de compte? Il arrive régulièrement que des petits dealers comme ça se fassent tuer parce qu'ils ont une dette. Donc on appelle ça des carottes dans le jargon policier. Donc les gendarmes, les enquêteurs se demandent si Kevin Sellier n'a pas carotté quelqu'un. Donc ils vont essayer de voir un petit peu quel était son entourage de délinquants, à qui il achetait, à qui il vendait.
Les gendarmes vont mettre sur écoute et auditionner tous les délinquants qui étaient en contact avec la victime, sans succès. Ils doivent se rendre à l'évidence, Kevin n'a pas été victime d'un règlement de compte entre dealers. On est loin de l'adolescent violent et bagarreur qu'on a voulu nous présenter. On est simplement face à un jeune homme qui cherche de l'affection et de l'attention, qui effectivement va faire des bêtises, et bêtises qui vont avoir une importance relative puisque nous sommes dans un petit village où effectivement c'est de suite vu de manière beaucoup moins clémente que dans de grandes agglomérations. L'hypothèse du règlement de compte, effectivement, tombe assez rapidement. Et là, les questions se posent. Qui, puisque si ce n'est pas dans cet environnement judiciaire, c'est pas la famille de Kevin, qui peut en vouloir à Kevin? Éric Carbonel décide alors d'interroger les amis proches de Kevin Sellier. À commencer par Laura et Cindy, 2 copines du jeune homme qui vivent seules en colocation dans un 2 pièces au rez-de-chaussée de cette maison. Chez elles, Kevin venait souvent s'amuser. On est véritablement dans le contexte d'une auberge espagnole où tout le monde vient, c'est à la bonne franquette et on passe des soirées entre jeunes gens de 19 ans. Avec un petit peu d'argent, on achète un petit peu d'alcool, on fait la fête, on écoute la musique, on vit un peu à l'espagnol, on travaille peu et on se couche tard et on fait la fête un maximum. Face aux gendarmes, Cindy et Laura indiquent ne plus avoir de nouvelles de Kevin depuis maintenant plusieurs mois. Elles vont dire qu'elles ne l'ont pas vu depuis la date de la disparition et a priori qu'elles ont imaginé qu'il était parti à l'étranger, qu'il était peut-être parti en Espagne ou des choses comme ça. On est par rapport à un groupe de jeunes dont la vie des uns et des autres est très libre. Ils vont, ils viennent. Mais le témoignage de Cindy et Laura, les 2 amies de la victime, intrigue les enquêteurs. Toutes les 2, pourtant interrogées séparément, vont servir aux gendarmes une anecdote. Elles se souviennent d'avoir croisé Kevin pour la dernière fois, faisant du stop, 4 jours avant sa disparition, le 20 mars 2012. Nous avons vu à la sortie de Saverdun, en direction de Pamiers, Kevin qui faisait du stop. Comme j'étais lancée, je n'ai pas pu m'arrêter. Éric Carbonel et ses hommes ont l'impression que les 2 jeunes femmes se sont concertées pour faire la même déclaration. J'ai des doutes, je suis perplexe parce qu'elles ont un certain aplomb et elles sont affirmatives. Les enquêteurs vont être piqués par le fait que ces 2 jeunes femmes livrent quasiment la même version et soient très précis sur la date du 20 mars. On est plusieurs mois après la disparition de Kevin et il est relativement surprenant de se souvenir avec autant de précision d'une date. Cependant, les 2 amies repartent libres, mais les gendarmes sont persuadés qu'elles ne disent pas toute la vérité. Alors ils décident d'enquêter sur elles et ils vont très vite obtenir des résultats. L'analyse de leur communication téléphonique prouve que l'une des 2 a menti. Le 24 mars 2012, par exemple, c'est le jour du meurtre. Et contrairement à ses déclarations, Cindy était en compagnie de Kevin. Le téléphone de Cindy, effectivement, borne à 16h23 à Vic-de-Sceaux. On s'apercevra que le téléphone de Kevin a bordé au même endroit, au même moment. Donc effectivement, ça signifie que Cindy a vu Kevin et a été en contact avec lui ce 24 mars, le jour même de la disparition de Kevin. Donc elle a menti aux enquêteurs. L'enquête va prendre alors un nouveau tournant puisque cette jeune femme, finalement que l'on ne soupçonnait pas, va attirer les soupçons des enquêteurs. Pourquoi avoir menti? Pourquoi avoir caché avoir été en présence de Kevin? La question taraude les enquêteurs. Comment Cindy pourrait-elle être impliquée dans la mort de Kevin alors que de l'avis de tous, la jeune fille semble être au-dessus de tout soupçon? Cindy est une jeune femme courageuse. Après le bac, elle a enchaîné les petits boulots, serveuse, babysitter ou femme de ménage.
Elle est très volontaire, elle travaille énormément, elle travaille depuis qu'elle a 16 ans. Elle est aussi très intéressée par le rapport aux autres, par le soin aux autres. Notamment, elle accompagne sa grand-mère à Lourdes pour s'occuper de personnes handicapées. Elle a des valeurs qui sont très importantes et très présentes, des valeurs de travail et des valeurs familiales qui sont très ancrées en elle. Cindy a un environnement qui est relativement sain. Je veux dire, sa mère est remariée, mais son beau-père est quelqu'un d'exemplaire qui lui inculque les valeurs, qui la considère comme sa fille. Elle a une sœur, je veux dire, ça ne pose aucun... ça paraît être une famille modèle. Malgré ce portrait de jeune femme parfaite, les gendarmes pensent que Cindy leur cache quelque chose. Alors ils décident de la placer en garde à vue. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, elle va directement s'accuser du crime. Ils vont être très surpris parce qu'à ce moment-là, elle va tout lâcher. Et elle va dire « Ok, c'est moi ». La jeune femme prétend avoir agi en état de légitime défense. Contrairement à ce qu'elle avait affirmé, Cindy avait bien vu Kevin le jour de sa disparition. Et elle n'était pas seule. Cindy nous indique donc qu'elle est au volant de sa voiture et qu'elle quitte la localité de Saverdun et elle est en compagnie de Johan, un ami d'enfance avec qui donc elle a envisagé de faire une randonnée, voire après aller dans une fête sur le secteur de Ville-de-Sceaux. Elle avait préparé à cet effet du matériel et de quoi pique-niquer. Elle s'était emparée d'un poulet, d'un couteau pour le découper. Elle croise Kevin Sellier sur le bord de la route qui est en train de faire de l'autostop. Donc elle le prend. Devant les gendarmes, Cindy poursuit ses incroyables aveux. Ce jour-là, avec Johan, son ami d'enfance, et Kevin, elle aurait roulé une dizaine de kilomètres. Sur un chemin forestier, en haut d'une montagne, Johan lui aurait alors demandé de s'arrêter pour un besoin pressant. C'est à ce moment-là que Kevin Sellier aurait tenté d'abuser d'elle. Il lui aurait mis la main sur la cuisse en lui disant « De toute façon, tu n'es bonne qu'à ça ». Et elle explique qu'à partir de là, une scène d'empoignade va les opposer. Les portes sont ouvertes. Elle se saisit d'une pierre qui se trouve au sol et l'utilise pour porter 3 coups au visage donc de Sellier, qui lui penche donc également sur l'extérieur du véhicule. Et ce dernier donc se saisit d'un couteau qui se trouve dans une poche qui est à ses pieds et il le lui plante, d'après ce qu'elle nous dit, dans son bras gauche. Le couteau reste planté et elle-même s'en saisit et toujours menaçante, elle commence à donner des coups de couteau donc, à Kevin qui sort de la voiture. Elle le suit, elle lui emboîte le pas et elle finit effectivement de lui donner des coups de couteau qui l'achèvent. Voilà comment elle explique le drame. Quand son ami d'enfance, Johan, la rejoint, il est trop tard. Kevin Sellier est couvert de sang. Sidérés par la situation, les deux amis auraient alors tenté de se débarrasser du corps. Visiblement, ils restent un peu tous les deux, en sachant que faire. Et puis, ils vont décider d'essayer de brûler le corps. Donc, c'est la raison pour laquelle Cindy va recouvrir le corps d'un produit inflammable et qu'elle va mettre le feu au corps. Cindy affirme que Johan l'a aidé à recouvrir le corps de branchage. Elle ajoute qu'elle s'est débarrassée du couteau et du téléphone portable de la victime dans une poubelle. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Kevin Sellier. Dans la seconde partie, vous allez voir que les enquêteurs vont orienter leurs recherches sur 2 suspects au profil psychologique inquiétant. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Kevin Sellier,
vous allez voir que les enquêteurs vont orienter leurs recherches sur 2 suspects au profil psychologique inquiétant. Avec moi, vous entendrez les voix d'Alain Lafont, oncle de Kevin, celles de Chris, un ami, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Le scénario de la jeune femme est très précis, mais de nombreux éléments paraissent peu crédibles aux yeux des gendarmes. On est dans un chemin, on se gare très loin de l'entrée du chemin pour ne pas être visible, ce qui n'est pas du tout compatible avec l'envie pressante d'uriner. La grosse pierre dont elle nous parle, il n'y en a pas sur le chemin de grosse pierre, donc c'est pas possible. Et puis alors ce serait une grande chance de se baisser, de ramasser une grosse pierre. C'est pas cohérent, quoi. Je veux dire, ces petits trucs-là, c'est pas cohérent. Au-delà des incohérences dans le scénario que Cindy livre, les enquêteurs vont récolter des indices qui prouvent que la jeune femme n'a pas agi en état de légitime défense. En effet, tout laisse penser qu'elle ment et que le meurtre de Kevin a été en fait minutieusement préparé. La voiture de Cindy est passée au crible et les gendarmes s'aperçoivent que l'habitacle a été nettoyé méticuleusement. Rien ne traîne. Tout a été passé à l'eau, tout a été passé à l'aspirateur. Dans le coffre, les gendarmes font une découverte capitale qui confirme leurs soupçons. On découvre du matériel de peinture, on découvre des bouteilles de white spirit, on découvre des sacs plastiques. On retrouve vraiment énormément de choses dans sa voiture. Et là, ça va mettre un peu la puce à l'oreille des enquêteurs et on se dit, c'est quand même pas tout le monde qui se trimballe avec des cordes et des sacs plastiques dans sa voiture. Donc on retrouve les éléments qui ont été utilisés pour tuer, ou qui auraient pu être utilisés pour tuer Kevin, et les éléments qui permettaient de mettre le feu au corps de Kevin. Mais en garde à vue, Cindy dément avec force la préméditation. En plus, elle a réponse à tout. Cindy explique la présence de tous ces objets dans sa voiture en indiquant que sa voiture, c'est un peu sa maison. Elle y met un certain nombre d'objets. Elle fait de la peinture, donc elle a du white spirit. Elle a de l'alcool à brûler. Elle a des couteaux, parce qu'il y a elle bricole parfois. Les enquêteurs ne croient pas les explications de Cindy. Pour eux, elle est coupable, cela ne fait aucun doute. Et elle a agi de sang-froid. Comble du cynisme, un détail va achever de convaincre les gendarmes que la jeune femme a peut-être commis ce crime. Un détail particulièrement sordide. Elle dira aux enquêteurs qu'une fois que les choses ont été accomplies, elle a eu faim et qu'avec son ami, peut-être parce que les faits accomplis auraient creusé son appétit, ils vont se rendre comme si de rien n'était au McDonald's de Pamiers pour dévorer un repas gargantuesque. Et elle dira d'ailleurs y avoir croisé sa tante et avoir eu avec elle une conversation tout à fait banale, oubliant que quelques instants auparavant, elle était en train de tuer froidement et de cramer un individu qui la considérait comme une amie. Dans les aveux qu'elle fait, elle est complètement détachée, elle raconte une histoire sans marquer de dégoût, sans marquer de tristesse. Pour les enquêteurs, il devient urgent à présent d'entendre Johan, le principal témoin du meurtre. Et le jeune homme va confirmer la préméditation. Selon lui, Cindy avait tout organisé. Il dit qu'effectivement, Cindy avait tout prémédité, mais que lui, il ignorait cette préméditation du geste. Et il précise qu'elle avait emmené l'alcool à brûler et des bâches, les bâches qui ont servi à déplacer le corps parce que c'est plus facile. On n'est pas du tout dans quelque chose d'instinctif, d'immédiat. On est dans quelque chose de froid, de mûrement calculé et peut-être même des jours à l'avance. On est donc véritablement dans quelque chose de beaucoup plus noir et de beaucoup plus inquiétant. Mais il reste encore des questions sans réponse. Comment expliquer que cette jeune femme, apparemment bien sous tout rapport, ait pu basculer dans cette folie meurtrière? Avait-elle des raisons d'en vouloir à Kevin?
La suite de l'enquête va le confirmer. En fait, il semblerait que Cindy et la victime aient eu des différends ces derniers temps. Notamment parce que Kevin lui aurait volé 400 € en liquide quelques mois plus tôt. Ce qui s'est passé, c'est que Cindy est en voiture avec Laura, sa colocataire, et Kevin, et ils s'arrêtent chez ses grands-parents à elle. Ces gens qui sont des gens polis et généreux leur ouvrent leurs portes et les invitent à prendre un café. Dans le salon, il y a une cheminée, et sur la cheminée, il y a une enveloppe contenant de l'argent. Et cette enveloppe a été dérobée par Kevin. Dès lors, Cindy va avouer à Kevin une haine sans borne. Et elle va même proférer à son encontre des menaces pour le moins explicites. Cindy commence un peu à l'avoir mauvaise envers Kevin. Elle essaye de le faire avouer. Il dit mais non, c'est pas moi. Là, elle le voit arriver avec des nouveaux vêtements. Et on sent que ça commence un peu à monter. D'ailleurs, elle dira à sa colocataire, à Laura, comme n'importe qui pourrait dire, elle dit « je vais le tuer ». C'est quelque chose qui lui paraît insupportable. Ça lui paraît insupportable, pas pour la somme. Ça lui paraît insupportable parce que c'est un ami à elle, parce qu'elle a confiance en lui, qu'elle l'amène chez ses grands-parents. Ben, malgré ça, ça l'arrête pas. Il vole cet argent. Et symboliquement, pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Seulement pour les enquêteurs, il y a quelque chose qui cloche. Car le mobile ne tient pas. Là, 400 €, c'est choquant. Ça interpelle, c'est très choquant. Tuer quelqu'un pour 400 €, ça veut dire que la vie n'a plus de prix, qu'on n'a pas de prix. Face au scepticisme des gendarmes, Cindy va dire qu'elle avait une autre raison d'en vouloir à Kevin. Une raison qu'elle avait jusqu'ici gardée secrète. Ce qu'elle raconte aux enquêteurs, c'est que environ 15 jours avant les faits, elle s'était endormie dans son lit. Elle n'arrive plus bien à situer si c'est l'après-midi, le soir. Elle sait en tout cas qu'elle s'endort, qu'elle fait un rêve érotique et que quand elle se réveille, Kevin Sellier est en elle. Elle le repousse et elle va se réfugier dans la salle de bain. Et donc, effectivement, elle accuse Kevin de l'avoir agressée sexuellement. Les choses en sont restées là. Elle n'a jamais demandé de compte particulier à Kevin, tout cela ayant été commis dans une sorte de brouillard. Mais la thèse du viol va être mise à mal. D'abord parce que ce jour-là, au domicile de Cindy, une petite fête était organisée. Une douzaine de personnes étaient présentes et personne n'a rien entendu. Parmi eux, il y avait l'un des meilleurs amis de Kevin. Il a accepté de témoigner devant notre caméra à visage caché. Il ne croit pas un seul instant à la thèse de l'agression sexuelle que raconte Cindy. Pour moi, c'est pas réel. Il avait un énorme respect envers les femmes. J'imaginais pas du tout Kevin pouvoir violer Cindy ou une femme. Selon le jeune homme, il y a un argument imparable pour infirmer la thèse du viol. Elle est obligée de passer par la chambre pour rentrer en salle de bain. Donc dans la chambre où Cindy serait fait violer par Kevin pendant plusieurs heures. On était une douzaine, peut-être même un peu plus, dans le salon. La majorité des hommes. On buvait beaucoup, on fumait. Et c'est quand même étrange que pendant plusieurs heures, personne ne soit rentré dans la chambre pour aller dans la salle de bain, pour aller aux toilettes. Non seulement il n'existe aucun témoin du viol, mais les gendarmes se demandent pourquoi Cindy n'a pas porté plainte contre Kevin au lendemain de l'agression. En attendant de démêler le vrai du faux, la jeune femme est mise en examen pour le meurtre de Kevin. Elle est placée en détention provisoire à la prison de Cesse, près de Toulouse. Mais vous allez le voir, l'enquête est loin d'être bouclée. Car il y a un élément qui intrigue particulièrement les enquêteurs. Cindy ne mesure qu'1,55 m, face à Kevin, qui mesurait plus d'1,70 m. Comment a-t-elle réussi à désarmer le jeune homme ?
Comment a-t-elle asséné plusieurs coups de couteau avec une telle force? Je doute sur la première version qu'elle donne, dans le sens où la violence des coups qui ont été portés ne correspond pas. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. En tout cas, c'est une question qui, moi, m'a complètement obsédé. Enfin, voilà un squelette qui est découvert, porteur de stries provoquées par des coups portés avec une arme blanche. Le squelette est marqué. Donc ça signifie que les coups ont été assénés avec puissance. Alors forcément, les gendarmes se demandent si Cindy n'a pas bénéficié d'une aide extérieure pour tuer. Notamment celle de son ami d'enfance, Johanne. Souvenez-vous, le jour du meurtre, il était avec elle. Ont-ils commis le crime à 4 mains? Les enquêteurs décident de s'intéresser de plus près à la personnalité du jeune homme. Et ce qu'ils vont découvrir est particulièrement inquiétant. Johan, 1m93, 95 kg, le teint blafard, un physique très particulier, des cheveux noirs de jet, un look gothique, il ne porte que des gros godillots avec des clous, des manteaux en cuir noirs. Dans les petits villages de l'Ariège, Johanne ne passe pas inaperçue. Et ce n'est pas uniquement pour son look. Comme en témoigne Chris, le meilleur ami de la victime, qui l'a croisé à de nombreuses reprises. Le souvenir que j'ai de lui, c'était le premier abord, c'est une personne très seule et très triste qui veut donner une image. Lui, ce qu'il aimait faire, c'était tuer des chats, enfin, tout ce qui était un peu sataniste. Il a inventé qu'il avait commis 3 meurtres, qu'il avait tué 3 types à Colmar, qu'il avait un scorpion égyptien, qu'il avait la passion de tuer les chats et de les éventrer. Il racontait qu'il avait un grimoire magique qu'il tenait d'un héritage familial, que les sortilèges qu'il contenait étaient absolument terrifiants, qu'il provenait d'une famille d'empoisonneurs célèbres. Enfin, il aménage, j'ai envie de dire, un personnage tout droit sorti d'un film ou d'un livre de médiéval fantastique. Johanne semble réellement fasciné par la mort. Mais pour autant, cela fait-il de lui un meurtrier? Est-ce qu'ils sont face à un menteur, un mythomane, qui s'invente ce personnage et où rien n'est vrai? Ou est-ce qu'à travers ce personnage, il y a de la réalité? Par le biais des expertises, on nous fait comprendre que tout n'est pas mensonge et qu'au milieu de tout ça, il faut chercher une part de vérité. Est-ce qu'effectivement, on n'est que dans un monde virtuel ou on est dans un monde réel? Et est-ce qu'il n'a pas passé le pas du virtuel au réel? En réalité, la vérité semble plus complexe qu'il n'y paraît. Car derrière ce personnage sombre et inquiétant, les gendarmes découvrent d'abord un jeune homme brillant. Johanne a grandi dans l'Ariège. Il est l'aîné de 2 frères et sœurs. Ses parents sont infirmiers psychiatriques et depuis 1 an, il poursuit des études pour devenir ingénieur à Toulouse, dans un internat. Johanne est un enfant très intelligent. Il est décrit par les adultes comme quelqu'un de très agréable. Il fait beaucoup de musique, il s'intéresse énormément à la nature. Il aime beaucoup faire des randonnées, comme son père. À l'époque, ses camarades le traitent d'intello. Et il devient même la tête de turc de la classe. Il est harcelé en réalité par ses petits camarades de classe. Il devient un peu leur souffre-douleur. Et pour fuir, ou en tout cas pour se défendre de ces attaques, il va se créer un personnage. Il se met à s'habiller autrement, à chercher un peu son style, à s'habiller tout en noir. Il veut paraître un peu plus fort, un peu plus cool que ce qu'il n'est. Le penchant gothique de Johanne serait né à cette époque. Du jour au lendemain, le jeune homme serait apparu plus agressif, voire plus terrifiant.
C'est en tout cas ce que disent ses camarades d'internat. Ses amis vont présenter un visage de Joanne qui s'apparente véritablement au plus terrifiant des serial killers. Une semaine avant le meurtre, les camarades de Joanne vont être les témoins d'une inquiétante confidence de sa part. Il va expliquer à ses camarades de promotion que pour son anniversaire, elle va lui offrir de tuer quelqu'un. Il va expliquer que la personne en question, finalement, sa vie n'a pas du tout de valeur parce que ce serait quelqu'un qui aurait eu des problèmes avec la justice. Il va expliquer que cette personne est quelqu'un d'athlétique, ce qui colle avec Kevin, et que donc, pour ce faire, il va falloir habilement préparer la mise à mort. Il explique comment ça va se passer. Le matériel qu'il a acheté, il est allé acheter des cordes, il est allé acheter effectivement des produits, et qu'effectivement, il y a un plan qui est prévu. Et 2 jours après le meurtre, Joanne aurait renchéri. Cette fois, il avoue à ses amis que Cindy lui a offert un plan à la Dexter. Référence au titre d'une célèbre série télévisée américaine qui a pour héros un serial killer. Il va leur dire, mais fièrement, avec une satisfaction, ça y est, c'est fait, j'ai eu mon cadeau, je l'ai tué. Il va indiquer qu'au moment où ils vont l'amener sur ce chemin, eh bien, c'est là que le processus mortel va commencer. Il va expliquer qu'ils vont arriver à l'endormir avec le produit. Et à ce moment-là, et on est bien avant la découverte du corps de Kevin, il va leur expliquer qu'il lui a défoncé les dents à coups de marteau. Il va se vanter d'avoir commis sur Kevin d'innombrables sévices. Notamment, il va dire à l'un de ses camarades « je lui ai enlevé l'œil à la petite cuillère ». Des détails extrêmement sadiques. Il explique dans les détails comment il a poignardé, comment il a préparé un produit pour favoriser le pourrissement du corps. Enfin, tous ces éléments-là, c'est à la limite de la cruauté à l'état pur. Il utilise l'expression du plan Dexter, qui n'est jamais que le récit d'un criminel en série policier qui donne la mort uniquement au criminel en série. Donc Kevin, selon Joanne, mérite de souffrir, mérite de payer pour ses péchés. Ces témoignages glaçants confirment la conviction des gendarmes. Joanne serait bel et bien le bras armé de Cindy. À partir de ce moment-là, on a la certitude d'une préméditation partagée. Contrairement à ce que disait Joanne lors de ses déclarations en garde à vue, j'étais spectateur, elle avait prémédité son geste, mais moi, je ne le savais pas. Là, les déclarations qu'il fait à ses camarades démontrent l'inverse. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, non seulement Joanne semble n'avoir aucun remords, mais il est même fier de son geste abominable, comme en témoignent les textos qu'il envoie à ses amis. Il leur envoie les liens par l'intermédiaire des téléphones, des journaux relatant l'affaire. Et il rajoute des annotations en disant ils n'ont pas trouvé, ils ne sont pas prêts de trouver, on a fait ce qu'il fallait pour que justement ils ne retrouvent pas. Enfin, je veux dire, il leur dit clairement, il leur explique qu'il a participé à un crime. C'est la première fois que je suis en face d'un individu qui a autant de sang-froid et de cruauté dans ce qu'il dit, en fait. Parce qu'on a l'impression, quelque part, quand il le raconte, que Joanne trouve du plaisir, et d'ailleurs, c'est ce que les gens diront, il le disait avec des rires, avec moquerie, trouve du plaisir dans ce qu'il a pu accomplir. Et là, c'est particulièrement choquant et écœurant. Suite aux révélations de ses amis, Joanne est placée en garde à vue. Mais le jeune homme continue de nier les faits. Et c'est Laura, la colocataire de Cindy, qui va donner aux enquêteurs les preuves qui leur manquent. Car Cindy s'est confiée à elle, lui affirmant avoir tué Kevin avec Joanne.
Laura, c'est la pièce manquante qui nous amène, qui répond à nos questions, ou du moins qui confirme ce qu'on pouvait imaginer. Elle a obtenu des confidences très circonstanciées de Cindy, et dans une situation très particulière. C'est un soir, elle regarde la télé, et Cindy, elle est, je dirais qu'elle est au fond du seau. Elle est fragile, elle commence à parler, à évacuer ce qu'elle a vécu. Cindy s'est mise à lui dire qu'en fait, Kevin ne reviendrait pas, parce que, avec son copain Johan, ils avaient pris un produit, ils avaient essayé de l'endormir, qu'il lui avait donné un coup de marteau, qu'il avait essayé de s'échapper par la suite et puis qu'il l'avait fini. Et la raison de tout ça aurait été le vol des 400 € chez les grands-parents de Cindy. Et ce n'est pas tout. À son amie Laura, Cindy aurait affirmé que ce meurtre était son idée. Voilà ce que Laura déclare aux enquêteurs. Il a dit que ça l'intéressait de tuer quelqu'un pour voir comment cela faisait. Quand on lit cette phrase de Laura dans ses déclarations, effectivement, ça fait froid dans le dos. On a un plan d'action mis au point par deux individus. L'un étant peut-être celui qui va agir, l'autre étant le concepteur. Mais là, à partir de ce moment-là, on est certain que Johan et Cindy ont préparé l'assassinat de Kevin. Le scénario du crime est digne des meilleurs polars. Mais il reste des questions sans réponse. Comment deux jeunes de 20 ans, à peine, ont-ils pu plonger dans une telle horreur ? Quel est le rôle exact de chacun dans ce crime barbare ? 4 ans plus tard, le 29 mars 2016, les proches de Kevin attendent avec impatience l'ouverture du procès pour comprendre et enfin faire leur deuil. On se demande sur quoi on va tomber, sur qui on va tomber. Parce que c'est là vraiment qu'on a vu les accusés. On n'a jamais eu l'occasion de les voir auparavant. On se demande s'ils ont des remords. Parce que quand même, ce qu'ils ont fait, c'est abominable. Ils ont voulu se faire plaisir. Ça leur a pas coupé l'appétit. Après ça, ils sont partis manger au McDonald's. Ça leur a pas coupé l'appétit. C'est affreux, quoi. Avant même de pénétrer dans la salle d'audience, l'oncle de Kevin va avoir un choc. Johan comparaît libre, car le juge a considéré qu'il n'y avait pas assez de preuves pour le placer en détention provisoire. Et puis ce qui surprend, c'est que Johan, pourtant accusé d'un crime insensé, arrive plus que décontracté à l'audience. Il arrive en compagnie et au bras d'une jeune femme blonde. Jeunes, ils sont très amoureux et ils le font comprendre, puisque dans la salle des pas perdus, avant de rentrer, on a même l'impression qu'ils vont célébrer une noce plutôt que passer à la cour d'assises, entouré de sa famille, et avec une décontraction surprenante. Johan est méconnaissable. Il a troqué ses bagues et son long manteau noir pour un costume. Et il ne semble toujours pas mesurer la gravité des faits qui lui sont reprochés. Ce jour-là, l'oncle de Kevin ne le quitte pas des yeux, la boule au ventre, sidéré. Il vit son attitude comme une provocation. Quand on l'a vu arriver libre au procès, on se demande si c'est normal. Si la justice est vraiment normale. On se le demande. On ne l'a pas lâché d'une seconde. On ne l'a pas lâché d'une seconde de son regard. Chose incroyable, les premières minutes du procès commencent par un coup de théâtre. Les deux amis d'enfance, Cindy et Johan, vont se rejeter mutuellement la faute et se dédouaner du meurtre de Kevin. L'instruction a quand même duré plusieurs années. Cindy est restée sur sa position, elle est restée sur ses aveux. Elle a dit « c'est moi qui ai porté les coups
à Kevin Sellier, c'est moi qui l'ai tué. Elle dira même à ses parents, ne venez pas plus me voir, reniez-moi, je le mérite. Et là, soudain, elle arrive au procès et elle change complètement d'histoire. Et là, c'est plus elle qui a tué Kevin, mais c'est Johan. Johan, ébahi, stupéfait, pris au piège en quelque sorte par les déclarations de Cindy à l'ouverture du procès, campe sur sa position en disant « elle ment. Elle ment, je n'ai rien fait ». Mais alors, qui dit vrai ? À la barre, les experts défilent. Ils dépeignent Cindy comme une jeune fille fragile, mais ont bien du mal à justifier son comportement incompréhensible. Contrairement à Johan, dont la personnalité plus complexe colle selon eux davantage à l'horreur des faits qui lui sont reprochés. On est face à un individu qui, de toute façon, on le sait, est un sociopathe. Il est dénué d'empathie, il a de la jouissance, c'est le type même du pervers, dans la détresse de l'autre. On a à peu près compris, au travers du dossier, au travers de ce que les uns et les autres avaient voulu nous en livrer, que c'est un personnage qui n'est pas simplement menteur, pas simplement inquiétant, mais qui a sans doute, et je le dis en le pensant très profondément, été complètement débordé par le passager noir qu'il s'est lui-même créé. Il est devenu l'autre. Il a décidé effectivement de donner libre cours à ses fantasmes et à cette attirance pour le morbide. Johan a-t-il manipulé Cindy ? L'a-t-il entraînée dans une spirale infernale qui l'a conduite à commettre le pire ? À ces questions, les proches de Kevin n'auront peut-être jamais de réponse. La rencontre de Johan et de Cindy a effectivement été une rencontre fatale. La symbiose de ces deux personnalités. Au lieu de se neutraliser, ces deux personnalités se sont accumulées. Les travers, les traits de personnalité particuliers de l'un ont rejoint les traits de personnalité particuliers de l'autre. Après 4 heures de débats éprouvants, les jurés sont parvenus à se mettre d'accord. Cindy et Johan sont condamnés chacun à 25 années de prison. À l'écoute du jugement, Johan s'écroule, abasourdi, car il pensait repartir libre. Cindy, elle, reste sans voix. Ses peines seront en partie confirmées 2 ans plus tard en appel, 25 ans de prison pour Johan et 22 ans pour Cindy. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Kevin Sellier. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.